Le soleil tapait sans pitié sur son dos, à travers sa chemise élimée, lorsque Rusty McCormick mit pied à terre près de la maison délabrée au bord du canyon. La poussière se soulevait en un nuage autour des sabots de son étalon baie, et le vent sifflait entre les planches, comme si les fantômes du passé se lamentaient sur leur sort. Il essuya la sueur de son front avec sa manche, et plissa les yeux pour examiner la bâtisse. La maison avait autrefois été robuste, on le voyait à ses poutres solides et à ses rondins soigneusement ajustés. Mais le temps et les intempéries avaient fait leur œuvre. Le toit s'était affaissé, les fenêtres étaient noircies par la poussière, et le porche penchait, tel un vieil homme appuyé sur sa canne. C'était exactement le genre d'endroit que Rusty cherchait. Abandonné, oublié de Dieu et des hommes. Il pourrait y établir son camp et commencer à chercher de l'or dans les collines avoisinantes sans attirer l'attention. En 3 mois d'errance à travers le Texas et le Nouveau-Mexique, il avait étudié des dizaines de cartes, interrogé des centaines de prospecteurs dans les saloons et dépensé ses dernières économies en équipement. On racontait que les Espagnols avaient autrefois exploité la région, laissant derrière eux des mines abandonnées. On racontait beaucoup de choses, mais Rusty avait l'habitude de ne croire qu'en ce qu'il voyait et ce qu'il pouvait faire de ses mains. Il attacha son cheval au seul poteau de clôture, encore debout, et se dirigea vers la maison, ses bottes de cow-boy martelant sourdement le sol craquelé. Une odeur d'absinthe flottait dans l'air, ainsi qu'une autre fragrance de fumée. Rusty s'immobilisa et tendit l'oreille. Le vent était tombé, et dans le silence qui s'ensuivit, il perçut des bruits qui n'avaient rien à faire, là. Un léger martèlement, comme si quelqu'un fendait du bois, et le murmure d'une femme qui fredonnait. Sa main se porta instinctivement vers la crosse de son colt, accroché à sa hanche. En une demi-année de chasse alors, Rusty avait appris à se méfier des coïncidences. Les maisons abandonnées dans des lieux reculés étaient rarement vraiment désertes. Elles servaient de refuge aux déserteurs, aux bandits, aux contrebandiers et à d'autres individus qui préféraient éviter les rencontres avec la loi. Il contourna la maison avec précaution, veillant à ne pas faire grincer les planches sous ses pieds. Derrière l'angle du bâtiment, il découvrit une cour arrière où poussaient quelques arbres chétifs et où se tenait une latrine de guingois. Près du puits, une femme était en train de descendre un seau attaché à une corde. Rusty se figea, oubliant toute prudence. La femme était jeune, environ 25 ans, avec des cheveux châtains rassemblés en un simple chignon sur la nuque. Elle portait une robe bleue délavée, rapiécée à plusieurs endroits, mais propre et soignée. Alors qu'elle remontait le seau, Rusty remarqua la tension des muscles de ses bras sous le tissu fin de ses manches. Ce n'était pas une demoiselle de la ville. Ses mains travailleuses et son visage hâlé trahissaient une femme habituée au labeur. Elle leva la tête et l'aperçut. Elle poussa un cri, lâcha le seau qui retomba dans le puits avec un grand splash. La femme recula d'un pas, les mains sur sa poitrine, mais ne s'enfuit pas. La peur se lisait dans ses yeux marron foncé, mais pas la panique. « Pardon, madame », dit Rusty, en levant lentement les mains pour montrer qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. « Je ne voulais pas vous effrayer. Je pensais que la maison était abandonnée. » La femme resta silencieuse, le scrutant du regard. Rusty savait qu'il n'avait pas l'air très présentable après un long voyage. Des vêtements poussiéreux, une barbe d'une semaine et un cheval épuisé derrière lui. Mais elle sembla conclure qu'il ne représentait pas une menace immédiate. « La maison n'est pas abandonnée », dit-elle d'une voix douce, avec un léger accent du sud. « J'habite ici, seul. » Lui échappa-t-il avant d'avoir pu réfléchir. Une ombre passa sur son visage. « J'attends mon mari. Il est parti en ville pour affaires. » Quelque chose dans son ton fit douter Rusty de la véracité de ses paroles. La maison donnait l'impression de n'avoir pas été réparée depuis longtemps. Les clôtures étaient de travers, le potager envahi par les mauvaises herbes, et des feuilles mortes s'accumulaient sur le porche, visiblement pas tombées la veille. « Je vois, » acquiesça-t-il. « Je ne voulais pas m'imposer. Je cherchais juste un endroit pour passer la nuit avant de continuer vers la ville. » « La ville la plus proche est à 2 jours de route au nord, » dit la femme,
gardant ses distances. Et au sud, il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Les Comanches sont devenus très actifs. Rusty hocha la tête. Il était au courant des problèmes avec les Indiens dans la région. « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Liane Wilson. » Elle hésita une seconde. « Et vous ?»« Rusty McCormick. Je suis prospecteur. » Au mot prospecteur, ses yeux s'arrondirent légèrement. Mais elle ne dit rien. Un silence gênant s'installa entre eux, seulement troublé par le sifflement du vent dans les branches sèches. « Monsieur McCormick, » reprit finalement Liane, « si vous promettez de vous comporter en gentleman, vous pouvez passer la nuit dans la grange. J'ai du foin pour votre cheval. » Sa proposition le surprit. La plupart des femmes dans sa situation auraient renvoyé un étranger au plus vite, surtout si elles étaient vraiment seules. Mais quelque chose dans son ton suggérait que la solitude lui pesait plus que la peur de l'inconnu. « C'est très aimable à vous, madame Wilson. Je vous paierai. » « Ce n'est pas nécessaire. » Elle s'approcha enfin du puits et recommença à descendre le seau. « Le dîner sera prêt dans 1 heure, si vous souhaitez vous joindre à nous. » Rusty la regarda manier la corde avec dextérité et songea qu'il n'avait pas rencontré de femme aussi calme en présence d'un étranger armé depuis longtemps. Soit elle était habituée à ce genre de situation, soit le désespoir l'avait emporté sur la prudence. « J'accepte votre offre avec plaisir, » répondit-il avant d'ajouter, « si M. Wilson n'y voit pas d'inconvénient. » Liane s'immobilisa 1 seconde, ses doigts se crispant sur la corde. « M. Wilson n'y verra pas d'inconvénient. » Il y avait dans sa voix une amertume qu'elle tentait de dissimuler, mais que Rusty perçut. Il comprit alors que l'histoire de Liane Wilson était bien plus complexe que la simple attente d'un mari parti en ville. Le soleil commençait à décliner vers l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et rosées. À de tels moments, le désert devenait presque magnifique, si l'on oubliait son danger mortel. Rusty mena son cheval à la grange, où il trouva effectivement du foin frais et un seau pour l'eau bois. La grange était en meilleur état que la maison. Liane semblait se soucier davantage de sa ferme que de son propre confort. Il décela son étalon B, le brossa et lui donna à manger. Le cheval hennit de gratitude et se mit à dévorer son repas. Dans un coin de la grange, Rusty découvrit des outils soigneusement rangés. Une houe, une pelle, une scie, tous en ordre, graissés et affûtés. La femme n'attendait donc pas seulement, elle travaillait. En revenant vers la maison, il vit de la fumée s'échapper de la cheminée et une douce lumière jaune scintiller aux fenêtres. L'odeur de viande grillée fit gargouiller son estomac. Il n'avait rien mangé de chaud depuis 3 jours. Rusty frappa à la porte et entendit sa voix. « Entrez. » L'intérieur de la maison se révéla plus accueillant qu'on aurait pu le croire de l'extérieur. Les meubles étaient un peu vieux, mais de bonne facture. Une table en chêne, quelques chaises au dossier sculpté. Une commode surmontée d'un miroir terni par le temps. Des rideaux simples en tissu coloré habillaient les murs, et des tapis tissés à la main recouvraient le sol. La touche féminine était visible dans chaque détail. La vaisselle soigneusement rangée, les pots d'herbe séchés sur le rebord de la fenêtre, la pile de livres sur la commode. Liane se tenait près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle en fonte. Elle avait troqué sa robe de travail pour une tenue plus habillée, d'un vert foncé, et ses cheveux étaient tressés en une épaisse natte qui retombait sur son épaule. À la lueur de la lampe à pétrole, elle paraissait presque belle, malgré la fatigue dans ses yeux. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-elle en désignant la table. « J'espère que vous aimez le lapin. Je l'ai attrapé au collet hier. »« Vraiment ?» Rusty ôta son chapeau et l'accrocha à un crochet près de la porte. « Cela fait longtemps que je n'ai rien mangé d'autre que des biscuits et de la viande séchée. » Elle posa devant lui une assiette de viande rôtie, de haricots au four et de pain de maïs, puis s'assit en face avec sa propre portion. Rusty remarqua que son assiette était bien plus modeste. Les provisions devaient être maigres.
« D'où venez-vous, monsieur McCormick » demanda-t-elle en coupant sa viande avec des gestes précis. « Du Missouri, à l'origine. Mais ces dernières années, j'ai erré dans tout l'Ouest. À la recherche d'or ?»« À la recherche de la fortune, » corrigea-t-il. « L'or n'est qu'un des moyens de l'attraper. » Léane hocha la tête, comme si elle comprenait ce qu'il voulait dire. « Et qu'est-ce qui vous a amené dans cette région précisément ?» Rusty réfléchit en mâchant sa viande. Le lapin était cuisiné de main de maître, avec des herbes et des épices qui masquaient que le goût un peu fort du gibier. « De vieilles cartes, » avoua-t-il enfin. « Dans un saloon de San Antonio, on m'a montré les notes d'un capitaine espagnol. Il mentionnait un filon d'or quelque part dans ces collines. »« On a déjà cherché de l'or ici, » dit doucement Léane. « Personne n'a rien trouvé. Peut-être qu'ils ont mal cherché, ou peut-être pas au bon endroit. » Elle leva les yeux vers lui. Une lueur traversa son regard. Était-ce de l'espoir, du désespoir? Croyez-vous que vous le trouverez? Sinon, je ne serai pas en train de chercher. Ils mangèrent en silence, un silence seulement rompu par le crépitement du bois dans le poêle et le hurlement du vent à l'extérieur. Rusty étudiait discrètement le visage de la femme à la lueur de la lampe. Une tristesse y était gravée, qu'aucun sourire ne pouvait dissimuler. Quelque chose était arrivé à son mari, c'était clair comme le jour. La seule question était de savoir quoi. « Madame Wilson, » commença-t-il prudemment, « cela fait longtemps que vous vivez ici, 2 ans. » La réponse fut sèche, comme si elle ne voulait pas développer le sujet. « Et votre mari part souvent pour affaires. » Léane se figea, sa fourchette fut suspendue en l'air. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis la reposa lentement sur son assiette. « Monsieur McCormick, je crains de ne pas avoir été tout à fait honnête avec vous. » Rusty posa sa propre fourchette et la regarda attentivement. « Je vous écoute. »« Mon mari, il n'est pas en ville pour affaires. » Sa voix tremblait, mais elle continuait de le regarder dans les yeux. « Il a disparu il y a 3 mois. Il est parti vérifier ses pièges dans le canyon et n'est jamais revenu. » Un silence lourd comme un nuage d'orage s'installa. Rusty attendait la suite. « Je l'ai cherché, j'ai parcouru tous les endroits où il aurait pu être. Je n'ai trouvé que son cheval mort, avec une flèche Comanche dans le flanc. »« Avez-vous prévenu le shérif ?» Un sourire amer crispa ses lèvres. « Le shérif le plus proche est à Fort Stockton, à 100 miles d'ici. Et les Comanches, ils ne laissent pas de traces qu'un homme blanc puisse trouver. » Rusty garda le silence, digérant ce qu'il venait d'entendre. Beaucoup de choses s'éclairaient maintenant. Sa solitude, sa prudence, mais aussi sa disposition à accueillir un étranger. Une femme laissée seule dans un tel endroit reculé était au bord de la survie. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti ?» demanda-t-il enfin. « Pour aller où ?» Léane se leva et commença à débarrasser la table. « Je n'ai pas de famille, pas d'argent pour déménager. Et ici, c'est tout ce que j'ai. Et vous espérez qu'il reviendra. » Elle les immobilisa près du poêle, le dos tourné. « Je ne sais pas, monsieur McCormick. Au début, j'espérais. Puis, je ne savais plus quoi faire. Et maintenant, je survis, jour après jour. » Il y avait une telle lassitude dans sa voix que Rusty ressentit une pointe de compassion. Il avait vu de nombreuses personnes brisées au cours de ses 30 années de vie. Mais cette femme n'était pas brisée. Elle était blessée, mais elle continuait de se battre. « Léane, » dit-il, prononçant son prénom pour la première fois sans le formel « Madame », et elle se tourna vers lui. « Vous êtes une femme très courageuse. » « Courageuse ?» Elle eut un rire amer. « Je suis une lâche, monsieur McCormick. Une femme courageuse aurait soit cherché son mari jusqu'au bout, soit commencé une nouvelle vie. Moi, je me cache ici, comme une tortue dans sa carapace. Survivre est aussi une forme de courage. » Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dans l'obscurité. « Parfois,
J'ai l'impression de sentir sa présence, comme s'il était quelque part, tout près, mais incapable de rentrer à la maison. C'est stupide, n'est-ce pas? Pas plus stupide que de chercher de l'or avec de vieilles cartes espagnoles. Léane sourit. Pour la première fois de la soirée, son sourire était authentique, non forcé. « Parlez-moi de vous, monsieur McCormick. D'où venez-vous dans le Missouri ?»« D'une petite ville près de Saint-Louis. Mon père tenait une boutique. Il voulait que je reprenne son affaire. Mais vous avez choisi une autre voie. » La guerre l'a choisi pour moi. Quand je suis rentré, mon père n'était plus là et la boutique avait brûlé. J'ai dû trouver d'autres moyens de gagner ma vie. Vous avez combattu? Rusty hocha la tête, peu désireux d'entrer dans les détails. Les souvenirs de la guerre étaient trop douloureux, non pas tant à cause des batailles que de ce qui en était resté. Mon mari aussi a combattu, dit doucement Léane. Dans la cavalerie. Il disait que cela lui avait appris à ne pas craindre la mort, mais je le voyais se réveiller la nuit, en sueur froide. La guerre change les gens. Oui. Parfois, je pense qu'il n'est pas parti dans ce canyon juste pour vérifier ses pièges. Peut-être qu'il cherchait quelque chose, ou fuyait quelque chose. Rusty comprenait de quoi elle parlait. Il avait vu trop de vétérans incapables de trouver la paix dans la vie civile. Certains se saoulaient jusqu'à perdre connaissance, d'autres cherchaient le danger, et d'autres encore disparaissaient simplement dans les vastes étendues de l'Ouest. Comment était-il, votre mari? Léane réfléchit, ses doigts effleurant le bord du rideau. Gentil, silencieux. Il aimait lire. Vous voyez les livres sur la commode. Ce sont les siens. Il rêvait de devenir riche et de déménager en Californie, d'y acheter une ferme près de l'océan. Elle fit une pause, nous étions tous les deux orphelins. Nous nous sommes rencontrés à l'église, mariés 6 mois plus tard. Nous pensions avoir toute la vie devant nous. Quel âge aviez-vous? 23 ans, et lui, 28. Rusty calcula mentalement. Elle avait donc 25 ans maintenant. Une jeune femme qui pourrait refaire sa vie, si elle ne s'accrochait pas aux fantômes du passé. Dehors, un coyote se mit à hurler, et Léane sursauta. « Excusez-moi, je ne suis pas habitué au bruit de la nuit. Avant, John était toujours. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Rusty comprit. Son mari la protégeait des peurs nocturnes, qu'elles soient réelles ou imaginaires. « Je serai tout près, dans la grange, » dit-il doucement. « S'il se passe quelque chose, criez. »« Merci. » Léane se tourna vers lui, et à la lueur de la lampe, il vit que ses yeux brillaient de larmes contenues. « Merci de m'avoir écouté. Cela faisait si longtemps que je n'avais parlé à personne. Vraiment parlé. » Rusty se leva de table et mit son chapeau. « Bonne nuit, Léane. Bonne nuit, Rusty. » Il sortit dans la nuit fraîche, emplie d'étoiles et de mystères. Le vent portait l'odeur de l'absinthe et de feux lointains, peut-être indiens. Dans la grange, il étendit sa couverture sur le foin et s'allongea, les mains derrière la tête. Derrière le mur de la maison se mouvait une femme qui vivait depuis 3 mois dans l'attente et l'incertitude. Rusty était venu ici pour chercher de l'or, mais il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux et dangereux. Une âme humaine, blessée, mais pas vaincue. Il ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. Le lendemain, la recherche de l'or, la femme dans la maison et son mari disparu. Quelque chose lui disait que l'histoire de John Wilson était loin d'être terminée, et que son propre destin était désormais lié à celui de Léane, bien plus étroitement qu'il n'aurait pu l'imaginer. Rusty fut réveillé par le bruit d'une hache. À travers les fentes des murs de la grange, les premiers rayons de l'aube perçaient, et l'air était frais et vif. L'heure avant le lever du soleil, lorsque le désert se souvenait encore de la fraîcheur nocturne. Il s'habilla rapidement, se lava le visage dans un seau et sortit. Léane se tenait près du bûcher derrière la maison, maniant la hache avec l'assurance de quelqu'un habitué au travail physique. Elle avait remplacé sa robe de la veille par des vêtements de travail, une jupe marron et une chemise blanche aux manches retroussées. Ses cheveux châtains
était tressée en une natte serrée et attachée pour ne pas la gêner. « Bonjour !» la salua Rusty en s'approchant. Léane leva la tête, essuyant la sueur de son front du revers de la main. « Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Les coyotes ont hurlé toute la nuit. » « J'ai dormi comme une bûche. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi sur un foin aussi moelleux. » Elle sourit, et Rusty remarqua comment ce sourire transfigurait son visage, effaçant les traces de la tristesse de la nuit. « Vous coupez du bois tous les matins. Il faut maintenir les réserves. Les nuisances sont encore froides, et il n'y a pas beaucoup de bois dans les environs. » Léane leva la hache, visa et fendit une bûche d'un coup précis. « Il y a du café sur le poêle si vous en voulez. Je ne vais pas refuser votre offre, mais d'abord, laissez-moi vous aider. » Il tendit la main et Léane, après une seconde d'hésitation, lui passa la hache. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Rusty sentit les callosités sur ses paumes, les mains d'une femme qui ignorait ce qu'était l'oisiveté. Manier la hache après de longues journées en selle était agréable. Ses muscles se détendaient, le sang circulait plus vite. Rusty travaillait en silence, tandis que Léane empilait les bûches fendues en une pile bien ordonnée. Ils se déplaçaient en synchronie, comme s'ils avaient déjà travaillé ensemble de nombreuses fois. « Vous maniez bien la hache », remarqua-t-elle lorsque la dernière bûche fut en place. « Dans l'armée, il fallait couper du bois pour le camp. Et plus tard, dans les mines, chaque prospecteur doit savoir tout faire, de l'extraction du minerai à la préparation des repas. Et vous avez trouvé de l'or ? Un peu. Assez pour ne pas mourir de faim, mais pas assez pour devenir riche. » Ils entrèrent dans la maison, où du café était effectivement en train de préparer, fort, aromatique, un vrai luxe dans cette région. Léane posa une tasse devant lui et s'assit en face avec la sienne. « Rusty » commença-t-elle en remuant son café avec une cuillère. « Hier vous avez parlé de cartes. Pourrais-je y jeter un œil ?» Il haussa les sourcils, surpris. « Bien sûr. Mais pourquoi ? Simple curiosité. » John s'intéressait aussi à l'histoire locale. Il avait une collection de cartes et de documents. Rusty sortit un dossier en cuir de son sac et déplia sur la table une feuille de papier jauni. La carte était dessinée à la main à l'encre brune, effacée par endroits. Y étaient indiquées des collines, des canyons, des lits de rivières asséchées et quelques points marqués d'une croix. « Nous sommes ici », dit Rusty en montrant un endroit près d'un méandre de la rivière. « Et là, selon le capitaine, devrait se trouver l'entrée d'une vieille mine. » Léane se pencha sur la carte, examinant les détails. Rusty sentit un léger parfum de savon à la lavande et sentit son pouls s'accélérer. La proximité de cette femme l'affectait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. « Je connais cet endroit, » dit-elle enfin. « Le canyon de l'arbre mort. John l'appelait ainsi à cause de l'énorme chêne desséché à son entrée. Vous y êtes allé ? Une seule fois, au tout début. John voulait me montrer tous les endroits intéressants des environs. » Sa voix trembla. C'était il y a presque 2 ans. Rusty replia la carte. « Léane, je ne veux pas vous faire de peine en vous posant des questions sur votre mari. Vous ne m'en faites pas. » Elle secoua la tête. Au contraire, cela fait du bien de se souvenir des bons moments. Les premiers mois ici étaient comme une lune de miel. John était plein de projets, et moi, pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment utile. Et puis quelque chose a changé. Léane se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant le soleil levant. Il est devenu renfermé. Il passait de longues heures avec ses cartes, calculant, élaborant des plans. Il disait avoir trouvé un moyen de devenir riche, mais ne me donnait pas de détails. Il cherchait aussi de l'or ? Je ne sais pas. Peut-être. Ou autre chose. Les dernières semaines, avant sa disparition, il ne me parlait presque plus. Il partait tôt le matin, revenait tard le soir, épuisé et silencieux. Rusty termina son café et se leva. « Il est temps pour moi d'y aller. Je veux atteindre le canyon avant la nuit. »« Soyez prudent, » dit Léane en se tournant vers lui,
une lueur d'inquiétude dans les yeux. C'est dangereux là-bas. Pas seulement à cause des Comanches. Le canyon est étroit, on s'y perd facilement. Et s'il se met à pleuvoir, je serai prudent, promit Rusty. Et vous, ça ira seul, j'ai l'habitude. Mais il entendit de l'incertitude dans sa voix. Rusty hésita. D'un côté, l'or n'attendait pas. De l'autre, laisser une femme seule dans un tel endroit lui semblait mal. « Léane, dit-il enfin, et si vous veniez avec moi ?» Elle le regarda, surprise. « Avec vous? Vous connaissez mieux la région que moi. Et je serai plus tranquille en vous sachant en sécurité. Ce n'est pas très raisonnable, monsieur McCormick. Vous me connaissez à peine. Appelez-moi Rusty. Et oui, je vous connais à peine. Mais ce que je connais me plaît. » Une rougeur monta à ses joues. Les gens parleront s'ils nous voient ensemble. Quels gens? Il n'y a pas âme qui vive à une journée de route à la ronde. L'âne éclata de rire, un rire clair et sincère. Vous avez raison, d'accord, je viens avec vous, mais seulement jusqu'au canyon. Je n'irai pas plus loin. Marché conclu. Pendant que Léane se préparait, Rusty sella son cheval et vérifia son équipement. Pioche, pelle, marteau, quelques sacs pour les échantillons, une corde, tout était là. À sa grande surprise, Léane apparut non pas en Amazone, comme il sied à une dame, mais en pantalon d'homme et chemise, avec son propre cheval, une jument grise aux yeux intelligents. « J'espère que ma tenue ne vous choque pas, » dit-elle en sautant agilement en selle, « mais on ne peut pas se promener dans les canyons en jupe. »« Pas le moins du monde, » répondit Rusty, admirant la façon naturelle dont elle se tenait en selle. Le pratique avant tout. Ils se mirent en route alors que le soleil était déjà assez haut pour réchauffer l'air. Léane chevauchait à ses côtés, lui montrant de temps en temps divers points de repère. Des arbres solitaires, des rochers inhabituels, des lits de rivières asséchés. Elle connaissait chaque pierre des environs. Là-bas, derrière cette colline, il y est une source, racontait-elle. John l'appelait la source de l'espoir. L'eau y est pure et fraîche, même pendant les plus fortes chaleurs. Et là-bas, demanda Rusty en désignant un groupe de collines à l'est. Un ancien village indien, abandonné depuis une vingtaine d'années. Mais parfois les Comanches y viennent pour s'abreuver. La conversation était facile, naturelle. Léane parlait de la région et Rusty de ses voyages dans l'Ouest. Il remarqua que des notes plus vives, absentes la veille, animaient sa voix. La compagnie lui faisait visiblement du bien. Le canyon de l'Arbre Mort apparut après 1 heure de route. Son entrée était effectivement gardée par un chêne gigantesque et desséché, noir et tordu, comme une main géante tendue vers le ciel. Le canyon s'enfonçait dans les collines, se perdant dans un labyrinthe de roches rougeâtres. « Nous y voilà », dit Léane en arrêtant sa jument à l'entrée. « À partir d'ici, vous continuez seul. » Rusty mit pied à terre et s'approcha d'elle. « Merci de m'avoir accompagné. Je serai de retour ce soir. Je vous attendrai. » Elle se pencha sur sa selle et toucha sa main de manière inattendue. « Soyez prudent, Rusty. Ce canyon, il a quelque chose d'étrange. »« Que voulez-vous dire ?» Léane resta silencieuse, cherchant ses mots. « Juste une impression. Quand John et moi sommes venus ici, il est resté longtemps auprès de cet arbre, comme s'il écoutait quelque chose. Puis il a dit qu'il sentait une odeur de mort. Peut-être que quelqu'un est mort ici. Ce n'est pas rare dans ce genre d'endroit. Peut-être, acquiesça-t-elle, mais sa voix trahissait le doute. À ce soir. Elle fit demi-tour et partit au galop, laissant derrière elle un nuage de poussière. Rusty la suivit du regard, puis se tourna vers le canyon. L'entrée était assez large pour un cavalier, mais après 100 de mètres, les parois commençaient à se resserrer. Rusty continua à pied, menant son cheval par la bride. L'air y était plus frais et plus humide. Il devait y avoir de l'eau à proximité. Le canyon serpentait, s'élargissant et se rétrécissant tour à tour. Les parois s'élevaient sur des centaines de pieds, bloquant le soleil et créant un jeu étrange d'ombres et de lumière. Rusty examinait attentivement les rochers,
cherchant des signes d'anciennes exploitations. Il fit sa première découverte après une demi-heure. Un trou sombre béait dans la paroi du canyon, de toute évidence creusé par l'homme. Rusty attacha son cheval et, allumant une torche, entra à l'intérieur. Le tunnel s'enfonçait horizontalement dans la roche sur une bonne quinzaine de mètres avant de se diviser. Les parois étaient irrégulières, travaillées avec des outils primitifs. Des débris de bois jonchaient le sol, restes de poutres de soutènement. C'était bien une vieille mine. Rusty inspecta les murs à la lueur de la torche. La roche était quartzeuse, avec des veines d'un minéral plus sombre. Il en détacha quelques échantillons avec son marteau et les mit dans un sac. L'analyse révélerait s'il y avait quelque chose de valeur. Plus loin dans le canyon, il trouva 3 autres galeries, toutes dans le même état, abandonnées depuis des décennies, partiellement effondrées. Dans la dernière, la plus grande, une surprise l'attendait. Sur le sol gisait un squelette humain, vêtu de haillons. À côté se trouvaient des outils rouillés et un sac en cuir réduit en poussière. Rusty examina prudemment les restes. Le squelette était vieux, mais pas ancien. Il devait être là depuis 20 ou 30 ans. Un trou béait dans le crâne. Un impact de balle. Près de la main droite gisait un revolver rouillé. Suicide? Ou un meurtre déguisé en suicide? Rusty sortit de la mine et s'assit sur une pierre, réfléchissant à sa découverte. C'était peut-être l'un de ceux qui avaient cherché de l'or ici autrefois. Il avait trouvé quelque chose ou, au contraire, avait compris que ses recherches étaient vaines et s'était suicidé. Ou peut-être était-il tombé victime d'un partenaire qui ne voulait pas partager. Quoi qu'il en soit, cela expliquait les paroles de Liane sur l'odeur de mort. John avait pu sentir que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Certaines personnes ont cette sensibilité. Rusty passa encore plusieurs heures dans le canyon, explorant chaque fissure, mais ne trouva rien d'autre d'intéressant. Il avait suffisamment d'échantillons de roches pour une analyse préliminaire. Il était temps de rentrer. Le soleil déclinait vers l'horizon quand il sortit du canyon. Léane l'attendait près du chêne mort, assise sur une pierre plate. En le voyant, son visage s'illumina de soulagement. « Alors, avez-vous trouvé quelque chose ? » ?»« Difficile à dire pour l'instant. J'ai pris des échantillons pour analyse. » Rusty décida de ne pas lui parler du squelette, pour ne pas l'inquiéter prématurément. Et la mine elle-même, est-elle en bon état ? Quelques anciennes galeries. Les Espagnols ont bien travaillé ici, mais ils ont abandonné depuis longtemps. Ils rentrèrent en silence. Liane semblait perdue dans ses pensées, tandis que Rusty songeait à sa découverte dans la mine. Quelque chose lui disait que ce squelette pourrait être lié à la disparition de John Wilson. Près de la maison, une délicieuse odeur les accueillit. Liane avait mis une marmite de viande en ragoût sur le feu le matin même. Ils dînèrent en échangeant des remarques anodines, puis Rusty se retira dans la grange. Mais il ne parvenait pas à dormir. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête. L'or, la mort mystérieuse dans la mine, la femme dans la maison, et surtout le contact de sa main sur la sienne le matin, quand elle lui avait passé la hache. De tels contacts pouvaient rendre fou un homme seul. Il se leva, sortit de la grange et alluma sa pipe sous le ciel étoilé. La lumière était encore allumée dans la maison. Liane non plus ne dormait pas. La silhouette de sa silhouette passait de temps en temps devant la fenêtre. Rusty pensa au lendemain. Il faudrait analyser les échantillons, peut-être retourner au canyon pour une recherche plus détaillée, et aussi décider quoi faire du squelette. Le laisser là ou prévenir les autorités. Mais surtout, que faire de ce sentiment grandissant pour la maîtresse de maison? Il était arrivé ici en tant que chercheur d'or solitaire, et se retrouvait impliqué dans le drame de quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que cela lui plaisait. La lumière s'éteignit dans la maison. Liane s'était couchée. Mais Rusty resta longtemps debout sous les étoiles, fumant sa pipe et songeant à la rapidité avec laquelle la vie d'un homme pouvait changer. La veille au matin, il était libre de toute obligation, sauf celle de trouver de l'or. Aujourd'hui, il se sentait déjà responsable de la sécurité et du bien-être d'une femme qu'il ne connaissait que depuis un jour.
L'or, on pouvait le trouver ou non. Mais ce qu'il avait trouvé ici, dans cette maison abandonnée, était bien plus précieux et dangereux que n'importe quel minerai. Au matin du 3e jour, Rusty fut réveillé par un silence étrange. D'habitude, Léane se levait avec l'aube. Il l'entendait allumer le poêle, préparer le petit déjeuner, faire sortir les poules. Mais maintenant, aucun son ne provenait de la maison. Il s'habilla rapidement et sortit de la grange. La maison semblait sans vie. Les fenêtres étaient sombres, aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. Une angoisse lui serra la poitrine. Rusty frappa à la porte. « Léane, tout va bien ?» Aucune réponse. Il essaya la poignée, c'était fermé à clé. Il fit le tour de la maison, regarda par les fenêtres. Mais il faisait trop sombre à l'intérieur pour distinguer quoi que ce soit. Son cœur se mit à battre plus vite. Et si c'était là, les Comanches, ou quelqu'un d'autre? « Léane !» cria-t-il plus fort. Un faible gémissement lui parvint de la maison. Sans réfléchir, Rusty chargea la porte de son épaule. La serrure céda, la porte s'ouvrit brusquement. Léane gisait sur le sol près du lit, pâle comme un linge. Une bosse bleuissait sur son front, et sa main droite était pressée contre son flanc. En voyant Rusty, elle tenta de s'asseoir, mais gémit aussitôt de douleur. Que s'est-il passé? Rusty s'agenouilla à côté d'elle, la soutenant doucement par les épaules. Cette nuit, quelqu'un était dans la maison, murmura-t-elle. Je me suis réveillée à cause du bruit. J'ai voulu me lever pour voir, mais il m'a frappé avec quelque chose de lourd. Rusty tâta délicatement la bosse sur sa tête. Il ne semblait pas y avoir de blessure grave, mais le coup avait été violent. « Vous n'avez mal nulle part ailleurs ?»« Aux côtes, » dit Léane en touchant prudemment son flanc. « Je crois que je suis tombé sur la commode en perdant connaissance. » Il l'aida à regagner son lit et s'assit à côté d'elle. « Avez-vous vu qui c'était? Il faisait trop sombre. Grand, c'est sûr. Et il se déplaçait en silence, comme un Indien. » Elle frissonna. « Rusty, il cherchait quelque chose. Il a fouillé tous les tiroirs, jeté les livres par terre. » Rusty regarda la pièce. En effet, tout était en désordre. Des tiroirs ouverts, des affaires éparpillées, des meubles renversés. Mais étrangement, rien n'avait été volé. Des cuillères en argent étaient bien en vue, une petite boîte à bijoux, même de l'argent dans un bocal sur une étagère, n'avait pas été touchée. Que pouvait-il chercher? Marmonna Rusty. Je ne sais pas. La seule chose de valeur que nous avions, c'était... Léane s'interrompit, ses yeux s'écarquillèrent. Les cartes et les papiers de John. Elle les tenta de se lever, mais Rusty la retint doucement. Restez calme. Où étaient-ils rangés? Dans le coffre sous le lit. Rusty tira le lourd coffre en bois. La serrure était forcée, le couvercle ouvert. À l'intérieur, des papiers éparpillés, de vieilles lettres, quelques livres. Mais la majeure partie du contenu avait disparu. Qu'est-ce qui a disparu exactement? Demanda-t-il en montrant à Léane les papiers restants. Elle les parcourut de ses doigts tremblants. Toutes les cartes. John les collectionnait depuis des années. Des cartes de la région, de vieux documents espagnols, des notes de géologues. Et son journal aussi a disparu. Son journal. Il tenait un journal ces derniers mois. Chaque jour, il notait où il était allé, ce qu'il avait vu, ce à quoi il pensait. Sa voix tremblait. Je pensais que peut-être dans ce journal, il y avait un indice sur ce qui lui était arrivé. Rusty resta silencieux, assimilant l'information. Quelqu'un connaissait l'existence des cartes et du journal. Quelqu'un qui en avait besoin, au point de s'introduire de nuit dans la maison d'une femme seule. « Léane, » dit-il prudemment. « Qui d'autre connaissait la collection de votre mari? Je ne sais pas. » John était secret. Il correspondait avec un homme à San Antonio, un marchand d'antiquités. Il lui achetait parfois des documents. Comment s'appelait ce marchand? Harris, je crois. Ou Harrison. Léane se couvrit les yeux de la main. J'ai si mal à la tête, c'est difficile de me souvenir. Rusty se leva et fit les 100 pas dans la pièce, réfléchissant.
La veille, il avait exploré le canyon grâce à vieille carte espagnole. Aujourd'hui, quelqu'un avait volé toutes les cartes de John Wilson. Une coïncidence. Peu probable. Rusty? La voix de Leanne était faible, presque un murmure. Et si c'était lié à la disparition de John? Que voulez-vous dire? Et s'il avait trouvé quelque chose d'important, de l'or ou autre chose de précieux, et que quelqu'un l'ait pris et... Elle ne termina pas. Mais Rusty comprit. Un meurtre pour de l'or, n'est qu'une histoire aussi vieille que le Far West. Mais alors, pourquoi attendre 3 mois? Et pourquoi voler des cartes si l'or avait déjà été trouvé? Il faut que je vous prépare quelque chose de chaud, dit-il, voulant changer de sujet. Et que je vous mette une compresse froide sur la tête. Merci. Leanne tenta de sourire. Vous êtes très bon avec moi. Pendant qu'il s'affairait dans la cuisine, préparant du thé et des œufs brouillés, ses pensées tournaient autour de l'incident nocturne. Le cambrioleur cherchait de quelque chose de précis. Les cartes et le journal étaient la clé du mystère de John Wilson. Mais de quel mystère s'agissait-il? Rusty se souvint du squelette dans la mine. Et si John l'avait trouvé avant lui? Et si dans les poches du mort, il y avait eu quelque chose d'important? Une carte d'un gisement plus riche ou l'indication d'un trésor? Il apporta le petit déjeuner à Leanne sur un plateau. Elle avait meilleure mine. Des couleurs étaient revenues sur ses joues. Ses yeux étaient un peu plus clairs. Rusty, je dois vous montrer quelque chose, dit-elle en mordant dans un morceau de pain. Quelque chose que je ne vous ai pas dit hier. Je vous écoute. Leanne se leva, chancelante, et se dirigea vers un vieux secrétaire dans un coin de la pièce. Elle tira l'un des tiroirs sans l'ouvrir complètement, tâtonna à l'arrière et en sortit une feuille de papier pliée. C'est une copie d'une des cartes de John. Je l'ai faite en secret, quand il a commencé à se comporter étrangement. Rusty déplia le papier. C'était une carte de la même région que son document espagnol, mais beaucoup plus détaillée. Y étaient marqués non seulement les canyons et les collines, mais aussi les sentiers, les sources d'eau, et même des arbres et des rochers isolés. Et surtout, plusieurs endroits étaient marqués d'une croix rouge avec des annotations. Vérifié, vide, possible. John cherchait vraiment de l'or, marmonna Rusty. Oui, et à en juger par les annotations, il a vérifié presque tous les sites de la région. Rusty examina attentivement la carte. Le canyon de l'Arbre Mort était marqué d'une croix rouge avec la mention « Eureka ». Il y avait clairement fait une découverte. Leanne, quand John est-il allé pour la dernière fois dans le canyon? 1 semaine avant sa disparition. Il est revenu très excité, marmonnant quelque chose, à propos du bon filon, et « j'ai enfin compris ». Et qu'est-ce qu'il avait compris? Il ne vous l'a pas dit? Non. Il a seulement dit que nous serions bientôt riches et que nous pourrions acheter cette ferme en Californie. Rusty plia la carte. Je dois retourner au canyon. Mais d'abord, je vais vous conduire chez des voisins ou en ville. Non. Leanne secoua la tête. Je ne quitterai pas la maison, c'est tout ce que j'ai. Après ce qui s'est passé cette nuit, c'est trop dangereux. Et s'il revenait, cet homme, si je pars, il pourra fouiller toute la maison tranquillement. Rusty comprenait sa logique, mais ne pouvait être d'accord. Alors je n'irai nulle part. Non, Rusty, vous devez continuer les recherches. Si John a vraiment trouvé quelque chose dans le canyon, cela pourrait expliquer sa disparition. Ils se disputèrent encore une demi-heure, mais Leanne était têtue comme une mule. Finalement, ils parvinrent à un compromis. Rusty irait au canyon pour quelques heures, et Leanne s'enfermerait dans la maison et ne laisserait entrer personne. Elle avait le fusil de son défunt mari et savait s'en servir. Avant de partir, Rusty vérifia soigneusement toutes les serrures et tous les verrous, s'assura que le fusil était chargé et que Leanne avait suffisamment de munitions. « S'il se passe quelque chose, dit-il en sellant son cheval, tirez 3 coups en l'air. J'entendrai et je reviendrai. Soyez prudent. » Leanne toucha sa main. « Et n'oubliez pas, un homme a déjà disparu dans ce canyon. »
Rusty atteignit le canyon en un temps record, talonnant son cheval. L'inquiétude pour Leanne le rongeait, mais il savait que la clé du mystère de John Wilson pourrait aussi être la clé de sa sécurité. Cette fois, il explora le canyon de manière plus méthodique. Armé d'une pelle et d'une pioche, il inspecta minutieusement chaque mine. Dans la 3e galerie, là où se trouvait le squelette, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant. Des symboles étaient gravés sur le mur. Non pas des pétroglyphes indiens, mais quelque chose de plus moderne. Des lettres et des chiffres, gravés dans la pierre, avec un objet en fer. Rusty approcha sa torche. JW, 1873, 50p, vers I. John Wilson. Il était venu ici l'année dernière, quelques mois seulement avant sa disparition. Et il avait laissé un message. 50p vers E. 50 pas vers l'est. Rusty sortit de la mine et mesura 50 pas depuis l'entrée en direction de l'est. Il arriva devant une petite fissure dans la paroi du canyon, presque invisible au premier regard. Se faufilant dans la fente, il se retrouva dans une petite grotte. Et là, une véritable surprise l'attendait. Sur le sol se trouvaient 3 caisses en bois, remplies de morceaux de quartz. Mais pas n'importe quel quartz. Celui-ci était veiné d'or. Même dans la faible lueur de la torche, le métal brillait comme les étoiles dans la nuit. À côté des caisses se trouvait une note, enveloppée dans un tissu huilé. Si quelqu'un lit ces lignes, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Il y a assez d'or ici pour acheter la moitié du Texas. Mais soyez prudents, je ne suis pas le premier à l'avoir trouvé, et le meurtrier est toujours en liberté. On ne peut faire confiance qu'à Leanne. John Wilson. Rusty relut la note 2 fois. John connaissait donc le danger. Il savait qu'il pouvait être tué. Mais qui était ce meurtrier? Et qu'était-il arrivé à John lui-même? Il inspecta rapidement les caisses. Il y avait en effet beaucoup d'or pour plusieurs milliers de dollars, au bas mot. Assez pour acheter une ferme et vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Mais que faire de tout ça? L'emporter? Trop lourd pour un seul homme. Le laisser ici? Risqué, si le meurtrier de John cherchait toujours le trésor. Rusty prit une décision. Il prit quelques-uns des échantillons les plus riches comme preuve, et laissa le reste sur place, en masquant soigneusement l'entrée de la grotte avec des pierres et des branches. Il cacha la note de John dans une poche intérieure. C'était un document important, peut-être le seul témoignage de ce qui était arrivé au prospecteur disparu. En sortant du canyon, Rusty ne cessait de regarder derrière lui. Le sentiment d'être observé ne le quittait pas. Quelque part dans ces collines pouvait se cacher l'homme qui avait tué John Wilson. Et maintenant, cet homme savait peut-être qu'un autre chercheur d'or était apparu. Il arriva à la maison sans encombre, mais son anxiété ne s'était pas apaisée. Leanne l'attendait à la barrière. Elle s'était visiblement inquiétée et guettait son retour. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle en l'aidant à descendre de cheval. « J'ai trouvé, » dit Rusty en sortant les échantillons de quartz aurifère de sa sacoche. « Et pas seulement ça. » Leanne poussa un cri de surprise en voyant l'or. « C'est ce que John cherchait ?»« Oui, et autre chose. » Dans la maison, à la lueur de la lampe, il lui montra la note de son mari. Leanne la lut en silence, et à chaque ligne, son visage devenait plus pâle. « Un meurtrier, » murmura-t-elle enfin. « John a été assassiné. » On dirait bien. Mais par qui? Et surtout, John est-il vivant ou... Mort, termina Leanne, et sa voix se brisa. Il serait revenu s'il avait pu. Il ne m'aurait pas laissé seul. Rusty passa un bras autour de ses épaules, et elle ne résista pas. Au contraire, elle se blottit contre lui, comme pour chercher protection et réconfort. Il sentait son corps trembler de sanglots contenus. « Nous trouverons celui qui a fait ça, » promit-il. « Et l'or vous aidera à commencer une nouvelle vie. »« Je ne veux pas de nouvelle vie, » murmura Leanne contre son épaule. « Je veux comprendre ce qui est arrivé à John. Pourquoi il a été tué? Qui a fait ça? »
Rusty comprenait ses sentiments. L'incertitude était pire que la plus terrible des vérités. Mais il savait aussi que la recherche du meurtrier pouvait être mortellement dangereuse. Dehors, la nuit commençait à tomber, et quelque part sur cette obscurité pouvait se cacher un homme prêt à tuer pour de l'or. Un homme qui avait déjà tué une fois et qui était peut-être prêt à recommencer. Une nuit pleine de dangers et d'incertitudes les attendait. Mais maintenant, il connaissait la vérité. John Wilson avait trouvé de l'or et l'avait payé de sa vie. Et ce même meurtrier était maintenant à leur trousse. La nuit fut agitée. Rusty ne dormit presque pas, à l'écoute de chaque bruissement derrière les murs de la grange. Le vent hurlait dans les fentes des planches, les coyotes hurlaient dans les collines lointaines. Et quelque part, des branches d'arbres craquaient. N'importe lequel de ces bruits pouvait dissimuler l'approche du danger. Au matin, il prit une décision. Il fallait agir, et non rester assis en embuscade, attendant la prochaine attaque. La note de John mentionnait un marchand à San Antonio. C'était peut-être par lui qu'il fallait commencer les recherches. Léane l'accueillit dans la cuisine, déjà habillée et prête. Le bleu sur son front avait foncé pendant la nuit, mais elle tenait bon. « Bonjour », le salua-t-elle en posant une tasse de café devant lui. « J'ai pensé toute la nuit à la note de John. Et à quelle conclusion êtes-vous arrivé ?» Il a écrit que le meurtrier était toujours en liberté. Cela signifie que John savait qui c'était. Léane s'assit en face, serrant sa tasse entre ses mains. Et si le meurtrier a appris que John l'avait démasqué, c'est devenu le mobile du meurtre, termina Rusty. Logique. Mais qui pouvait être cet homme? J'y ai pensé toute la nuit. Ces derniers mois, seuls 3 étrangers sont venus nous voir. Rusty se tendit. Qui exactement? Le premier, le marchand Harrison de San Antonio, celui qui vendait des cartes à John. Il est venu en mars, 1 mois avant la disparition. À quoi ressemblait-il? Grand, mince, avec une barbe noire, très poli, mais ses yeux froids. John lui a montré sa collection. Ils ont parlé longuement de quelque chose. Rusty hocha la tête. Un marchand d'antiquités aurait un mobile pour le meurtre. S'il avait appris l'existence de l'or, il aurait pu vouloir s'en emparer. Qui d'autre? Un homme qui s'est présenté comme géologue. Le docteur Stevens, je crois. Il disait étudier les roches de la région pour une compagnie de chemin de fer. C'était quand? En février. Il est resté chez nous 2 nuits. Il s'intéressait beaucoup aux légendes locales sur l'or espagnol. Encore un suspect. Un géologue saurait comment chercher de l'or et aurait les compétences professionnelles pour évaluer les découvertes. Et le troisième? Léane se tut, les lèvres pincées. Le shérif Colton de Fort Stockton. Il est venu en avril, soi-disant pour vérifier si tout allait bien. Mais il s'est comporté étrangement, posant beaucoup de questions sur nos projets, si nous comptions déménager. Le shérif? Rusty fut surpris. Ça change tout. Oui. Et après sa visite, John est devenu particulièrement prudent. Il a commencé à cacher les cartes, à cesser de me parler de ses expéditions. Rusty se leva et fit les 100 pas dans la cuisine. 3 suspects, chacun avec un mobile et des opportunités. Mais comment déterminer qui était le meurtrier? Léane. Je dois aller à San Antonio. Trouver ce Harrison et lui parler. C'est dangereux. S'il est le meurtrier, c'est pourquoi je ne l'accuserai pas directement. Je vais juste découvrir ce qu'il sait des cartes de John. Léane se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la route. Et si vous ne reveniez pas? Et s'il vous arrivait la même chose qu'à John? La peur résonnait dans sa voix. Non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour lui. Rusty comprit que les sentiments entre eux avaient été grandis en quelques jours pour devenir quelque chose de plus que de la simple compassion. « Je reviendrai, » promit-il en s'approchant d'elle. « Mais vous ne pouvez pas rester ici seul. Venez avec moi. » À San Antonio? C'est un voyage de plusieurs jours. Au moins vous serez en sécurité, et je serai tranquille pour vous.
Léane resta longtemps silencieuse, réfléchissant. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Nous partagerons l'or à parts égales. Vous l'avez trouvé, vous avez donc droit à la moitié. » Rusty secoua la tête. « C'est l'or de John, il vous revient donc. John a écrit qu'on ne pouvait faire confiance qu'à moi. Mais il ne savait pas que vous arriveriez. » Léane se tourna vers lui. « S'il l'avait su, je pense qu'il aurait ajouté votre nom. » Ils se regardèrent dans la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre. Rusty vit dans ses yeux non seulement de la gratitude, mais quelque chose de plus. De la confiance, de la chaleur, peut-être le début d'un amour. « Trouvons d'abord le meurtrier, » dit-il doucement. « Ensuite, nous déciderons quoi faire de l'or. » Les préparatifs ne priront pas plus d'1 heure. Léane emballa les choses les plus nécessaires, tandis que Rusty préparait les chevaux et l'équipement. Il cacha la note de John dans un double fond de sa sacoche et les échantillons d'or dans une bourse à sa ceinture. Avant de partir, ils fouillèrent une dernière fois la maison, espérant trouver quelque chose qui pourrait indiquer l'identité du meurtrier. Dans la commode, Léane trouva des lettres que John lui avait écrites lors de ses courtes absences. « Ça, c'est intéressant, » dit-elle en relisant l'un des messages. John écrit qu'il a trouvé dans le canyon des traces d'une activité récente. Quelqu'un avait creusé là avant lui. C'était quand ? En janvier, 3 mois avant sa disparition. Donc quelqu'un cherchait de l'or dans le canyon avant même John. Peut-être la personne dont le squelette gisait dans la mine. Ou peut-être son meurtrier, qui était revenu chercher son butin. Y a-t-il autre chose ? Léane parcourut les autres lettres. Ici, il mentionne une rencontre avec un Indien. Un vieux Comanche lui a raconté la légende de l'or maudit. Quelle légende ? Les Espagnols ont trouvé de l'or ici, mais il ne leur a apporté que la mort. Les Comanches les ont tous tués, sauf un qui a réussi à cacher le trésor. Mais avant de mourir, il a maudit l'or. Quiconque tenterait de le trouver mourrait de mort violente. Rusty eut un petit rire. Des superstitions. Peut-être. Mais regardez. Le capitaine espagnol est mort sans pouvoir revenir chercher l'or. L'homme dans la mine s'est suicidé ou a été tué. John a disparu. Et maintenant, nous cherchons aussi cet or. Les malédictions n'existent pas, Léane. Il n'y a que des gens prêts à tuer pour l'appât du gain. J'espère que vous avez raison. Ils partirent alors que le soleil était assez haut pour réchauffer l'air. La route vers San Antonio passait par plusieurs petites villes, où ils pourraient s'arrêter pour la nuit. Il y avait 3 jours de route jusqu'à la ville, sans se presser. Le premier jour se déroula sans incident. Léane se révéla être une excellente compagne de voyage. Elle connaissait tous les points d'eau et les endroits sûrs pour camper, savait cuisiner sur un feu de camp et ne se plaignait pas de la fatigue. Le soir, ils s'arrêtèrent net près d'un ruisseau dans un petit bosquet. Pendant que Léane préparait le dîner, Rusty s'occupa des chevaux et alluma un feu. Ils travaillaient en silence, mais chacun sentait la présence de l'autre. Une compréhension qui ne nécessitait pas de mots grandissait entre eux. « Rusty » dit Léane, alors qu'ils étaient assis près du feu, avec des tasses de café. « Que ferez-vous quand tout cela sera terminé ?»« Je ne sais pas, avoua-t-il. Avant, je ne pensais qu'à l'or. Le trouver, devenir riche, acheter un ranch quelque part. Un rêve simple. Et maintenant ? » Il la regarda à travers les flammes du feu. Dans la lumière vacillante, elle semblait presque irréelle, belle et fragile, mais en même temps forte. Maintenant, l'or ne semble plus si important. « Qu'est-ce que ce qui est important ?»« Vous, » répondit-il simplement, sans fioriture. Léane baissa les yeux. « Rusty, je sais. Vous êtes toujours la femme de John, même s'il est mort. Et je n'ai pas l'intention de précipiter les choses. Ce n'est pas seulement ça. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai peur. J'ai peur de perdre à nouveau quelqu'un qui m'est devenu cher. Et moi, j'ai peur de ne jamais pouvoir remplacer John dans votre cœur. » Ils se regardèrent à travers le feu,
et l'air entre eux était chargé de sentiments inexprimés. Finalement, Liane se leva. Il est temps d'aller dormir. Demain est une longue journée. Rusty hocha la tête, comprenant que le moment d'intimité était passé. Mais quelque chose avait changé entre eux en ces quelques minutes. Ils s'étaient avoués leurs sentiments, même sans prononcer les mots d'amour. La nuit, Rusty était allongé dans son sac de couchage, écoutant sa respiration régulière à quelques pas de lui. Tout près dormait la femme qui lui était devenue plus chère que l'or. Et quelque part dans l'obscurité, pouvait se cacher un meurtrier qui ne reculerait devant rien pour s'emparer du trésor. Le matin, des voix les réveillèrent. Rusty se réveilla instantanément, la main sur son revolver. À travers les arbres, 3 cavaliers s'approchaient de leur camp. « Bonjour, voyageurs !» cria l'un d'eux, un homme âgé à la barbe grise. « Ça ne vous dérange pas si nous nous joignons à votre feu? Notre café est fini depuis hier. » Rusty ne quitta pas la crosse de son col des yeux. « Bien sûr, soyez les bienvenus. » Les cavaliers mirent pied à terre. Outre l'homme âgé, le groupe comprenait un jeune d'une 20aine d'années et un homme d'âge moyen aux traits durs. Tous 3 étaient armés et avaient l'air d'être habitués au danger. « Je suis Tom Ryder », se présenta l'homme âgé. « Voici mon fils Billy et notre partenaire, Jack Hunter. Nous sommes géologues. Nous étudions les roches pour une compagnie de chemin de fer. » Au mot géologue, Rusty et Liane échangèrent un regard rapide. Le docteur Stevens s'était aussi présenté comme géologue. « Enchanté », répondit Rusty. « Je suis Rusty McCormick, et voici Madame Wilson. »« Wilson ?» Hunter leva la tête de ses sacoches. « Vous ne seriez pas parente de John Wilson par hasard, le prospecteur qui vivait près du canyon de l'Arbre Mort. » Le cœur de Rusty manqua un battement. « Vous connaissiez mon mari ?» demanda Liane, s'efforçant de rester calme. « On s'est croisés quelquefois. C'était un homme bien. Comment va-t-il ?»« Il a disparu il y a 3 mois, » répondit Liane. « Il est parti vérifier ses pièges et n'est jamais revenu. » « Mince alors !» Hunter secoua la tête. « Désolé d'entendre ça. Les Comanches, peut-être. » Rusty étudia attentivement les visages des 3 hommes. Ryder semblait sincèrement attristé par la nouvelle. Son fils paraissait indifférent, ne connaissant probablement pas John. Mais Hunter, une lueur passa dans ses yeux, qui pouvait être de la compassion comme de la satisfaction. « Et vous, que faites-vous dans la région ?» demanda Hunter. « C'est dangereux de voyager à 2 dans un tel endroit. » « Nous allons à San Antonio, » répondit Rusty. « Madame Wilson y a des affaires à régler. »« Nous nous y rendons aussi. Peut-être pourrions-nous faire route ensemble. C'est plus sûr. » La proposition était raisonnable, mais quelque chose dans la manière de Hunter mettait Rusty sur ses gardes. L'homme posait trop de questions et examinait leur équipement avec trop d'attention. « Avec plaisir, » répondit Rusty, décidant de ne pas montrer ses soupçons. La compagnie est toujours agréable en route. Ils déjeunèrent ensemble, et la conversation porta sur des banalités. Le temps, les routes, les prix des marchandises en ville. Mais Rusty remarqua que Hunter tenta plusieurs fois d'orienter la conversation vers les mines d'or et la prospection. Lorsqu'ils se remirent en route, Hunter se plaça à côté de Rusty, tandis que Ryder et son fils chevauchaient devant, discutant avec Liane. « Dites-moi, McCormick, » commença Hunter nonchalamment, « vous ne seriez pas prospecteur par hasard. Votre équipement montre que vous vous y connaissez en matière de mines. » « J'ai un peu pratiqué, » répondit prudemment Rusty. « Pourquoi ? Juste pour savoir. Dans notre travail, on a affaire à différentes roches. J'ai entendu dire que les Espagnols extrayaient de l'or par ici autrefois. J'ai entendu ces rumeurs. Et John Wilson ne vous a rien raconté d'intéressant. Il étudiait l'histoire locale, après tout. » Rusty sentit ses muscles se tendre. Hunter savait manifestement quelque chose sur les activités de John. Mais à quel point ? « Nous n'étions pas très proches, » mentit Rusty. « On ne s'est vu que quelques fois. Je vois. »
Hunter se tut, puis ajouta « Dommage qu'il ait disparu. On dit qu'il avait une collection intéressante de vieilles cartes. » Plus de doute possible. Cet homme connaissait les cartes de John. C'était peut-être lui qui avait fouillé la maison de Léane. « Je n'en sais rien, » répondit Rusty aussi nonchalamment que possible. Le reste de la journée, ils chevauchèrent principalement dans silence. Rusty remarqua que Hunter chuchotait de temps en temps avec Ryder, et que tous deux les regardaient. Le plan devenait clair. Les géologues ne s'étaient pas trouvés sur leur chemin par hasard. Le soir, ils s'arrêtèrent près d'une ferme abandonnée. La maison avait brûlé depuis longtemps, mais le puits fonctionnait encore, et les ruines offraient une protection contre le vent. Au dîner, Hunter tenta de nouveau de les faire parler de l'or et des cartes, mais Rusty esquiva les réponses directes. Léane resta également sur ses gardes, répondant par monosyllabes. « Bon, les amis, » dit finalement Hunter en terminant son café. « Assez joué au chat et à la souris. Nous savons que vous avez trouvé l'or de John Wilson. » Rusty posa lentement sa tasse et mit la main sur la crosse de son revolver. « De quoi parlez-vous » ? Du fait que vous avez des échantillons de quartz aurifère dans vos sacoches, et que vous savez où est caché le reste de l'or. Ryder et son fils se saisirent également de leurs armes. La situation était devenue extrêmement tendue. Même si c'était le cas, dit calmement Rusty, qu'est-ce qui vous fait croire que nous partagerions avec vous? Hunter eut un sourire narquois. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à San Antonio. Les Comanches, vous savez, sont très cruels avec les Blancs. La menace était à peine voilée. Rusty évalua rapidement la situation. 3 contre 1 et Léane pouvait devenir un otage. Il fallait gagner du temps. « D'accord, dit-il. Parlons affaires. Mais d'abord, je veux savoir. Avez-vous tué John Wilson ?» Hunter haussa les épaules. John était une tête de mule. Il n'a pas voulu partager l'information de son plein gré. Donc, vous l'avez tué. Disons qu'il a choisi son propre destin. Des larmes de rage brillèrent dans les yeux de Léane. Elle connaissait la vérité sur la mort de son mari, mais cela ne lui apportait aucun soulagement, seulement de la douleur et un désir de vengeance. « Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire, » poursuivit Hunter. « Alors pas de bêtises. Dites-nous où est l'or et nous vous laisserons la vie sauve. » Rusty savait que cette promesse était vaine. Ces hommes ne laisseraient pas de témoins. Il fallait agir, et vite. « L'or est dans le canyon, » dit-il, dans une cachette que seul John connaissait. « Où exactement? Je vous le montrerai demain. Il fait trop sombre maintenant, on pourrait se perdre. » Hunter fronça les sourcils, mais accepta. « D'accord. Mais si vous essayez de nous tromper, je n'essaierai pas. La vie est plus précieuse que l'or. » La nuit promettait d'être longue et dangereuse. Rusty savait que c'était peut-être leur dernière chance de rester en vie. Et il devait la saisir. La nuit s'étira, interminable. Hunter organisa des tours de garde. Ses hommes se relayaient toutes les 2 heures, tenant les prisonniers en joue. Rusty était allongé à côté de Léane, feignant de dormir. Mais en réalité, il élaborait fiévreusement un plan d'évasion. Leurs armes avaient été confisquées juste après leur conversation. Le Colt de Rusty et le fusil de Léane se trouvaient dans les sacoches de Hunter, sous bonne garde. Les bandits étaient prudents et expérimentés. Ce n'était visiblement pas leur première affaire de ce genre. « Rusty » murmura à peine Léane, lui tournant le dos pour que le garde ne voie pas ses lèvres bouger. « J'ai un Derringer dans ma botte, petit, mais il tire. » Le cœur de Rusty s'accéléra. Une chance. Mince, mais une chance tout de même. « Pouvez-vous me le passer discrètement ?» chuchota-t-il en retour. « Je vais essayer. Quand la garde changera. » Billy Ryder était assis près du feu, somnolent sur son fusil. Jeune, inexpérimenté, il était le maillon faible de la chaîne. Il restait 1 heure avant le changement de garde. Rusty ferma les yeux et se força à se détendre. Il devait rassembler ses forces pour ce qui allait suivre. Il pensait à l'or caché dans le canyon, à John Wilson mort,
à la femme à ses côtés qui lui avait confié sa vie. Quand vint le tour de Tom Ryder de prendre la garde, Léane se tourna prudemment, faisant semblant de bouger dans son sommeil. Sa main glissa vers sa jambe, et 1 minute plus tard, Rusty sentit le contact froid du métal contre sa paume. Le Derringer était minuscule, un pistolet de poche à 2 coups de calibre .22, un jouet comparé à un Colt, mais mortellement dangereux à courte distance entre des mains expertes. Rusty cacha l'arme dans sa manche et attendit le bon moment. Le vieux Ryder était assis à 3 mètres d'eux, le dos au rocher de la maison en ruine. Hunter et son fils dormaient de l'autre côté du feu. L'occasion se présenta à l'aube. Ryder s'était assoupi, la tête dans la main. Rusty se souleva doucement, vérifia que les autres dormaient et rampa silencieusement vers le garde. Le canon froid du Derringer toucha le cou de Ryder. Le vieil homme se réveilla instantanément, mais il était trop tard. « Silence », murmura Rusty. « Un mot, et vous êtes morse. » Ryder hocha la tête, la peur se lisant dans ses yeux. Rusty prit son fusil et son revolver, puis fit signe à Léane de s'approcher. Elle rampa vers eux en silence. « Où sont nos armes ?» chuchota Rusty, pressant le Derringer contre la tempe de Ryder. « Dans les sacoches de Hunter !» répondit à peine le vieil homme. Rusty fit un signe de tête à Léane, qui se dirigea prudemment vers les chevaux. Hunter et Billy dormaient toujours, mais pouvaient se réveiller à tout moment. Léane revint avec leurs armes. Rusty prit son Colt, vérifia le barillet. Les 6 cartouches d'été étaient là. Les chances étaient maintenant plus équilibrées. « Qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» murmura Léane en regardant les bandits endormis. « On part, vite et sans bruit. » Ils commencèrent à seller leurs chevaux, se déplaçant avec précaution pour ne pas réveiller Hunter. Ryder était assis, tenu en joue par le fusil de Léane, n'osant pas bouger. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que Billy se réveille pour se soulager. En voyant la scène, il ouvrit la bouche pour crier, mais Rusty fut plus rapide. Un coup de crosse de Colt l'assomma. Le bruit réveilla Hunter. Il bondit, attrapa son pistolet, mais trouva l'étui vide. « Les mains en l'air, Hunter !» ordonna Rusty en le visant à la poitrine. Le bandit leva lentement les mains, mais ses yeux ne trahissaient pas la capitulation, mais le calcul. Il cherchait une occasion de contre-attaquer. « Je ne vous le conseille pas, » prévint Rusty. « Je sais que vous avez tué John Wilson. Pour ça, c'est la potence. »« Prouvez-le » ricana Hunter. « Et les paroles d'une femme morte ne seront pas acceptées au tribunal. »« Morte ?» Léane pâlit. « Vous pensiez qu'on vous laisserait partir après que vous nous ayez montré l'or. »« Pauvre idiote naïve !» Rusty vit les muscles de Hunter se contracter. Il se préparait à bondir, comptant sur la surprise. Mais Rusty était prêt. Hunter se jeta sur le côté, sortant en même temps un couteau de sa ceinture. Rusty tira, visant la jambe. Il voulait prendre le bandit vivant pour le procès. Mais Hunter était rapide et agile. La balle le manqua, faisant des étincelles sur la pierre. Hunter roula derrière les sacoches, les utilisant comme abri. De là, on entendit le bruit d'une arme en cours de rechargement. Il avait probablement un pistolet de rechange. « Léane, aux chevaux !» cria Rusty en tirant sur les sacoches pour le clouer sur place. Elle courut vers les animaux, mais trébucha et tomba. Au même moment, le canon d'un pistolet apparut derrière l'abri. Rusty se jeta en avant, protégeant Léane de son propre corps. Le tir de Hunter passa à 1 pouce de sa tête. En réponse, Rusty tira presque à bout portant. Cette fois, il ne manqua pas sa cible. Hunter bascula en arrière, son pistolet lui échappant des mains. Une tache rouge s'étendait sur sa chemise, au niveau du cœur. « Ça, c'est pour John », râla le bandit mourant, avant de fermer les yeux pour toujours. Le silence s'abattit sur le camp. Billy était toujours inconscient, et le vieux Ryder était assis, la tête basse. « Qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» demanda Léane en se relevant. Rusty réfléchit. Tuer Ryder et son fils n'était pas juste. Ils avaient peut-être simplement subi l'influence de Hunter, mais les laisser partir était dangereux. « On prend leurs armes et leurs chevaux », décida-t-il.
Ils mettront du temps à rejoindre la ville la plus proche à pied. Ils rassemblèrent rapidement toutes les armes et les provisions, ne laissant aux bandits que de l'eau et un peu de nourriture. Ils lâchèrent les chevaux des riders, qui trouveraient leur chemin vers les hommes ou retourneraient à l'état sauvage. « Où allons-nous maintenant » demanda Léane lorsqu'ils furent à une distance sûre du camp. « Et San Antonio. Il faut informer le shérif de la mort de Hunter et trouver ce marchand, Harrison. Et si Harrison est aussi impliqué dans le meurtre de John, alors on s'occupera de lui aussi. » La journée fut chaude et poussiéreuse. Ils chevauchaient de vite, ne s'arrêtant que pour abreuver les chevaux. Le soir, les toits de San Antonio apparurent, une grande ville pour la région, où l'on pouvait trouver de tout, du prêtre au tueur à gages. À l'hôtel, on leur donna 2 chambres voisines. Rusty prit un bain, se rasa et enfila des vêtements propres. En quelques jours, il avait presque oublié ce qu'était la civilisation. Au dîner, dans le restaurant de l'hôtel, Léane avait de l'air complètement différente. Une robe propre, des cheveux soigneusement coiffés, un léger maquillage. Elle était redevenue une dame de la ville, et non une fermière isolée. « Rusty, dit-elle en coupant un morceau de beefsteak, qu'allons-nous faire de l'or ? D'abord, trouver tous les complices de Hunter, s'assurer que personne d'autre ne connaît l'existence du trésor. Et ensuite... » Rusty posa sa fourchette et la regarda. « Ensuite, vous déciderez ce que vous voulez faire de votre vie. »« De ma vie ? Oui. L'or suffira à acheter la ferme en Californie dont rêvait John. Ou à rester ici, ou à partir vers l'est, dans les grandes villes. » Léane resta silencieuse, remuant son café avec une cuillère. Finalement, elle leva les yeux. « Et si je ne voulais aller nulle part seul ?» Le cœur de Rusty manqua un battement. « Léane, John est mort. Je l'ai accepté. Et même s'il me manquera toute ma vie, je comprends qu'il faut continuer à vivre. Vous êtes sûr ? Nous nous connaissons à peine depuis 1 semaine. Parfois, 1 semaine suffit pour comprendre plus de choses qu'en des années. » Elle tendit la main sur la table, et il la recouvrit de la sienne. « Vous m'avez sauvé la vie, Rusty, et pas seulement des bandits. Vous m'avez sauvé de la solitude et du désespoir. » Et vous m'avez donné ce que j'ai cherché toute ma vie, sans savoir ce que c'était. Et qu'est-ce que c'était ? Un foyer, une famille, une raison de me lever le matin. Ils se regardèrent à travers la table, et tout le restaurant, le monde entier, se réduisit à la taille de leurs mains jointes. « Alors, nous sommes partenaires ?» demanda Léane. « Pour l'or, oui, et pour le reste, le temps nous le dira. » Le matin, ils partirent à la recherche du marchand Harrison. Sa boutique se trouvait dans la vieille ville, au milieu de ruelles étroites et de maisons basses. Une enseigne au-dessus de la porte indiquait « Antiquités, cartes et documents anciens ». Harrison était tout le contraire de Hunter. Un petit homme chétif à lunettes, ressemblant plus à un bibliothécaire qu'à un meurtrier. « Oui, je me souviens de M. Wilson » acquiesça-t-il quand ils se présentèrent. « Un excellent connaisseur de l'histoire. Je suis désolé d'apprendre sa disparition. »« Il vous achetait des cartes ?» demanda Léane. « Quelques-unes. Il s'intéressait beaucoup à la période espagnole, surtout aux documents sur les mines d'or. Et personne d'autre ne s'est intéressé aux mêmes cartes. » Harrison fronça les sourcils. « C'est étrange que vous demandiez. Récemment, un homme est venu me poser les mêmes questions. À quoi ressemblait-il ? Grand, mince, avec des traits durs. Il s'est présenté comme géologue, mais il se comportait de manière suspecte. Hunter. Il avait donc bien suivi la piste de John grâce au marchand. Que voulait-il savoir ? Quelles cartes exactement Wilson avait achetées ? Il m'a offert beaucoup d'argent pour l'information. Et vous lui avez dit ? Harrison rougit. Un peu. Il était très insistant, et mes affaires ne vont pas très bien. Rusty et Léane se regardèrent. Le tableau était maintenant complet. Hunter avait traqué John via le marchand, appris son intérêt pour les cartes espagnoles, puis s'était rendu dans la région du canyon. Peut-être même qu'il avait surveillé le prospecteur, attendant qu'il trouve l'or. « Cet homme n'est plus revenu ?» demanda Rusty. «
Non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Il a tué mon mari, dit doucement Léane. Harrison pâlit. Mon Dieu, je ne savais pas. Si j'avais su... Il est mort maintenant, ajouta Rusty. Il ne fera plus de mal. Ils sortirent de la boutique avec le sentiment que le dernier mystère était résolu. Hunter était mort, ses complices neutralisés, le secret de l'or révélé. Ils pouvaient retourner chercher le trésor. Mais d'abord, il fallait régler une question plus importante. Que faire ensuite? Le soir, assis dans leur chambre d'hôtel, ils firent des projets d'avenir. Léane dessinait sur une feuille de papier le plan de la ferme qu'elle voulait acheter en Californie. Rusty la regardait et songeait à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Une semaine plus tôt, il était un chercheur d'or solitaire, ne rêvant que de richesse. Maintenant, il avait une femme qu'il aimait, assez d'or pour une vie confortable, et la perspective de fonder une famille. « Léane, dit-il en posant son journal, et si nous nous marions ici à San Antonio, demain? » Elle leva la tête de son dessin. Si vite. Pourquoi attendre? Nous avons tout ce qu'il faut, de l'amour, de l'or pour le mariage et une nouvelle vie. Léane se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la ville. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» dit-elle sans se retourner. « Quoi donc ?» D'être trop heureuse. Après tout ce qui s'est passé, la mort de John, les dangers que nous avons traversés, je me sens coupable d'avoir trouvé le bonheur si vite. Rusty se leva et l'enlaça par derrière. John t'a écrit dans sa note qu'il ne faisait confiance qu'à toi. Penses-tu qu'il aurait voulu que tu passes le reste de ta vie seule? Non, murmura-t-elle en se blottissant contre sa poitrine. Il aurait voulu que je sois heureuse. Alors ne te sens pas coupable. Nous avons mérité ce bonheur. Léane se tourna dans ses bras. D'accord. Demain matin, nous allons voir le prêtre. Ils s'embrassèrent, un baiser long, tendre, plein de la conscience que c'était le début d'une nouvelle vie pour eux deux. Dehors, la ville bruissait. Quelque part dans le désert gisait l'or qui attendait ses nouveaux propriétaires. Et devant eux s'étendaient les vastes étendues de l'Amérique, pleines de possibilités. Rusty était venu dans cette région pour chercher de l'or, et en avait trouvé bien plus. Il avait trouvé l'amour, une famille et un sens à sa vie. Parfois, les trésors les plus précieux se trouvaient que là où on s'y attend le moins. Le matin de leur mariage fut clair et ensoleillé. Rusty se réveilla tôt, avant l'aube, agité par une excitation inhabituelle. Dehors, la ville s'éveillait peu à peu. On entendait les voix des marchands ambulants, le claquement des sabots sur les pavés, le grincement des charrettes. Il se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et se regarda longuement dans le miroir. L'homme qui était entré au Texas un mois plus tôt à la recherche d'or n'existait plus. À sa place se tenait un autre homme, celui qui avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tous les trésors. À 10 heures, ils se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel. Léane portait une robe simple mais élégante, couleur ivoire, qu'elle avait achetée la veille. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et elle tenait un petit bouquet de fleurs des champs. « Prête à devenir monsieur et madame McCormick ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Plus que prêt ?» répondit Rusty, admirant sa beauté. « Et tu n'as pas changé d'avis? Si j'avais changé d'avis, je ne serais pas là en robe de mariée. » L'église Saint-Joseph se trouvait à quelques rues de l'hôtel. Le vieil édifice en pierre, avec son haut clocher et ses vitraux, semblait solide et solennel. C'était l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. Le père Martinez, un prêtre âgé aux yeux bienveillants, les accueillit devant l'autel. Les témoins étaient en dépassant. Une vieille Mexicaine entrait pour prier et un jeune employé de la boutique voisine. « Mes chers enfants, commença le prêtre, nous sommes réunis ici pour unir deux cœurs devant Dieu. Rusty McCormick, consentez-vous à prendre pour épouse Léane Wilson, à l'aimer dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie,
jusqu'à ce que la mort vous sépare. » « Je le consens, » répondit fermement Rusty, regardant sa fiancée dans les yeux. « Leanne Wilson, consentez-vous à prendre pour époux Rusty McCormick, à l'aimer dans la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le consens, » murmura Leanne, la voix tremblante d'émotion. Ils avaient acheté les alliances la veille, de simples anneaux d'or sans fioriture. Quand Rusty passa l'anneau au doigt de Leanne, sa main tremblait aussi. « Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et les lois de l'État du Texas, je vous déclare mari et femme, » prononça solennellement le père Martinez. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser fut tendre et plein d'espoir pour l'avenir. La vieille Mexicaine joignit les mains et murmura une prière en espagnol. L'employé applaudit timidement. En sortant de l'église, ils se sentirent vraiment mari et femme. Légalement, spirituellement et émotionnellement, ils ne faisaient plus qu'un. « Alors, Madame McCormick, » dit Rusty en offrant son bras à sa femme, « prête à aller chercher notre dot ?»« Plus que prête, Monsieur McCormick. » Ils retournèrent à l'hôtel, se changèrent en vêtements de voyage et quittèrent San Antonio en tant que mari et femme. Le trajet jusqu'au canyon prit 2 jours de route tranquille. Là, ils ne se pressaient plus, ne regardèrent plus derrière eux. Le danger était passé. En chemin, ils firent des projets. Leanne parlait de la ferme qu'elle voulait acheter dans la vallée de San Joaquin en Californie. Rusty partageait ses rêves d'élevage de chevaux, un talent qu'il avait découvert pendant ses années à l'armée. « Et tu veux des enfants ?» demanda Leanne le 2e soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, sous un ciel étoilé. « Et toi ?» John voulait un fils. Il disait qu'il lui apprendrait tout ce qu'il savait. Tirer, monter à cheval, lire les cartes. Rusty remarqua que sa voix avait tremblé en mentionnant son premier mari. « Leanne, » dit-il doucement, « tu peux parler de John quand tu veux. Je ne suis pas jaloux du souvenir d'un homme bien. » « C'était un homme bien, » acquiesça-t-elle, « mais très différent de toi. John était un rêveur, il construisait des châteaux en Espagne. Toi, tu es pratique, fiable. Avec toi, je me sens en sécurité. Et avec John ? Avec lui, je me sentais aimé, mais pas toujours en sécurité. Il pouvait se laisser emporter par une idée et oublier tout le reste. » Rusty hocha la tête, comprenant. Chaque homme aime une femme à sa manière. John offrait à Leanne le romantisme et les rêves. Lui pouvait lui offrir la stabilité et la protection. Le 3e jour, ils arrivèrent au canyon. Rusty laissa Leanne avec les chevaux près du chêne mort et alla chercher l'or. Dans la cachette, tout était en place. Les 3 caisses de quartz aurifère intactes. Il était impossible de tout transporter en une seule fois. Rusty transporta les caisses une par une jusqu'à la sortie du canyon, où Leanne l'attendait avec des selles de bas. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en voyant la richesse. « Il y en a vraiment assez pour la ferme et tout le reste. Et il en restera pour les enfants et les petits-enfants, » ajouta Rusty en chargeant l'or sur les chevaux. Ils quittèrent le canyon pour toujours, emportant avec eux le trésor de John Wilson et laissant derrière eux les peines et les dangers. Le voyage vers la Californie dura 3 semaines. Ils voyageaient sans se presser, profitant du voyage et de leur compagnie. Ils dormaient à la Belle Étoile quand le temps le permettait, ou dans les auberges des petites villes. Chaque jour, ils apprenaient à mieux se connaître. Rusty découvrit dans Leanne non seulement la beauté et la gentillesse, mais aussi un esprit vif, un sens de l'humour et une force de caractère étonnante. Elle, de son côté, voyait en lui non seulement un protecteur, mais aussi un compagnon de vie tendre et attentionné. « Tu sais ce qui me surprend ?» dit Leanne un soir, alors qu'ils campaient au bord d'une petite rivière. « Quoi donc ? Comme je suis à l'aise avec toi. Comme si nous nous connaissions depuis toujours, et non depuis 1 mois. » « Peut-être que certaines personnes sont faites l'une pour l'autre, » répondit Rusty en serrant sa femme dans ses bras. « Et que tôt ou tard, le destin les réunit. Et si tu n'étais pas venu ce jour-là à notre maison ? Mais je suis venu, et c'est tout ce qui compte. »
La Californie les accueillit avec ses collines dorées et son ciel bleu. Dans la vallée de San Joaquin, ils trouvèrent la ferme idéale. 200 acres de terre fertile, avec une maison, des granges et des infrastructures prêtes à l'emploi. L'ancien propriétaire avait fait faillite et était heureux de vendre à un prix raisonnable. Les formalités prirent une semaine. À Sacramento, Rusty signa fièrement les papiers en tant que Russell McCormick, fermier, et Leanne en tant que Leanne McCormick, épouse. « Félicitations, monsieur et madame McCormick, » dit l'agent immobilier. « Vous êtes maintenant officiellement propriétaires terriens en Californie. » À la ferme, une surprise les attendait. Une lettre laissée par l'ancien propriétaire, avec des conseils pour la gestion de l'exploitation et les contacts de fournisseurs et de voisins fiables. « La maison est magnifique, » dit Leanne en inspectant les grandes pièces aux larges fenêtres. C'est exactement ce dont John rêvait. « Alors nous vivons son rêve, » répondit Rusty. « Et le nôtre aussi. » Les premiers mois passèrent vite. Il fallait s'installer, organiser la ferme, faire connaissance avec les voisins. Rusty avait raison sur son talent pour l'élevage de chevaux. Bientôt, leur ranch fut réputé dans la région pour la qualité de ses poulains. Leanne s'occupa du potager et de la maison avec enthousiasme. Elle avait des doigts de fée pour tout ce qui touchait au foyer. À Noël, ils se sentaient déjà de vrais Californiens. La maison était aménagée, la ferme en ordre, et une somme confortable reposait à la banque, après la vente d'une partie de l'or. La veille de Noël, Leanne fit à son mari le plus beau des cadeaux. « Rusty, » dit-elle pendant le dîner, « j'ai une nouvelle. Une bonne, j'espère? La meilleure. Nous aurons un bébé pour l'été. » Rusty laissa tomber sa fourchette et regarda sa femme, incrédule. « Nous... Vraiment? » »« Vraiment, » rit Leanne. « Le docteur l'a confirmé cette semaine. » Rusty se leva, contourna la table et serra sa femme dans ses bras. Des larmes de bonheur brillaient dans ses yeux. « Si c'est un garçon, nous l'appellerons John, » murmura Leanne à son oreille, « en mémoire de l'homme qui nous a réunis. Et si c'est une fille, Hope, parce que tu m'as redonné l'espoir quand je pensais que ma vie était finie. » Cette nuit-là, ils planifièrent quel l'avenir de leur enfant. Rusty posa la main sur le ventre de sa femme, où une nouvelle vie commençait. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-il dans le noir. « À quoi ?»« Que l'or ce n'est pas ce qui est dans la terre. Le véritable or, c'est ce que nous avons construit ici. Notre maison, notre amour, notre famille, notre avenir. » Leanne se tourna vers lui et l'embrassa. « Sage parole, monsieur McCormick. J'ai appris de vous, madame McCormick. » Dehors, une douce pluie californienne tombait, arrosant la terre qui donnerait bientôt une nouvelle récolte. La maison était chaude et confortable, et la paix régnait dans le cœur de ses habitants. Rusty McCormick était venu au Texas chercher de l'or, et il l'avait trouvé. Mais pas là où il s'y attendait, ni sous la forme qu'il imaginait. L'or le plus précieux se trouvait dans le cœur d'une femme qui lui avait donné l'amour, un foyer et un sens à sa vie. Et quelque part, dans un lointain canyon du Texas, l'arbre mort veille toujours sur les secrets du passé. Mais pour Rusty et Leanne McCormick, ce passé était devenu le fondement d'un avenir heureux. Leur histoire d'amour avait commencé par une quête d'or et s'était terminée par la découverte d'un trésor bien plus précieux. La compréhension que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais se construit par des cœurs aimants. Et lorsque, à l'été 1874, les pleurs du nouveau-né John McCormick résonnèrent dans leur maison, la boucle fut bouclée. La vie continuait, apportant espoir et joie dans un monde où il y a toujours de la place pour de nouvelles histoires d'amour et de bonheur. 20 ans plus tard, John McCormick Jr. lut dans le journal local qu'on avait trouvé dans le canyon de l'Arbre mort les restes d'un homme et une note parlant d'un trésor caché. Mais à cette époque, la famille McCormick possédait déjà l'un des ranchs les plus prospères de Californie, et l'or du passé n'était plus qu'une intéressante légende familiale.